Avez-vous déjà participé à un événement dans un monde virtuel? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passera lorsque les rencontres, les événements qui permettent de créer du lien, de favoriser des rencontres, des moments de vie vont se dérouler dans le métaverse? Que va-t-il se passer? Comment réussir un événement dans ces mondes virtuels? Qu'allons-nous pouvoir y vivre comme nouvelles expériences en tant que participants? Et si pour les organisateurs, les animateurs, les exposants, ça allait tout changer? Et ça va changer quoi? Et comment s'y préparer dès maintenant? Pour en savoir plus, l'invité de cet épisode du podcast du Web3 Café est Laurent Chrétien, le chairman de Comodal, le premier organisateur d'événements dans le métaverse. Vous le connaissez certainement, il a été patron pendant plus de 10 ans de Laval Virtual. Bonjour Laurent, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour PPC, bonjour à toutes et tous. Un grand plaisir de te retrouver ce matin. Toi, ça fait plaisir parce que tu connais vraiment bien ces mondes virtuels, parce que tu as été patron de Laval Virtuel, comme je le disais en introduction. Laurent, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut réenchanter les événements avec les mondes virtuels? Et parle-nous de ce que tu as lancé. Pourquoi as-tu lancé Comodal? Alors nous avons lancé Comodal parce que depuis maintenant, on va dire presque 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans même depuis le Covid et le mois d'avril 2020 où nous avons totalement virtualisé Laval Virtual en un mois et ce fut un beau et grand succès puisqu'on avait eu à l'époque 7000 avatars pratiquement qui avaient participé à l'événement sur les 4 jours. Puis les demandes sont venues pendant cette période de crise sanitaire, évidemment, on ne pouvait plus se rassembler. Puis, on va dire, à la fin de l'année 2020, on a décidé de créer une vraie branche d'activité autour de ces événements. Et depuis, on en a fait pratiquement 300 des événements virtuels. 300 événements virtuels, c'est juste fantastique ça. Bravo. Si on veut aller un peu plus loin, qu'est-ce qui est complexe quand on veut monter des événements? Comment on arrive à réussir à réenchanter finalement ce monde? Parce qu'on amène des participants dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui change dans le code? D'abord, je crois qu'il faut bien prendre en considération le fait que les mondes virtuels sont pour nous des lieux que nous investissons, des centres de congrès exposition quelque part que nous investissons. Il y en a plein, puisqu'il y a de très nombreux éditeurs. On pratique couramment nous 5 ou 6 plateformes différentes qui vont répondre à des besoins d'organisations différentes, à des besoins d'usage différents, qui choisira quelque chose de plus orienté networking, d'autres plus orientés conférences, d'autres plus orientés salle de réunion et de travail collaboratif, d'autres plutôt exposition. Voilà, donc on va avec le client et en fonction de l'expression de son besoin de l'événement, l'aider à construire la meilleure réponse et donc choisir les meilleurs mondes virtuels pour le faire. Et après, il faut être humble. Nous n'en sommes qu'au tout début et les expériences vont aller en s'enrichissant de façon colossale. Mais ce que nous vivons d'ores et déjà avec le retour d'expérience de ces presque 300 opérations, eh bien, c'est que les gens vivent une expérience commune, vivent le fait d'être ensemble, bien plus que quand on est simplement en photo sur un écran d'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut vivre comme nouvelles expériences quand on est participant? Je vais essayer de répondre au mieux à cette question parce qu'elle est pas évidente. Vivre de nouvelles expériences. À ce jour, les mondes que nous utilisons, finalement, ne proposent pas de nouvelles expériences au sens, j'allais dire, magique, prospectif du terme. En revanche, on vit des choses qui sont proches de la réalité. C'est le principe de la réalité virtuelle, d'ailleurs, de vivre des choses proches de la réalité. Mais on les vit à 90% aujourd'hui dans ce qu'on réalise derrière son ordinateur. C'est-à-dire qu'on ne chausse pas encore, ou pour des cas rares, le masque de réalité virtuelle parce que les technos, parce que les éditeurs de plateformes ne permettent pas encore de réunir massivement des personnes dans un environnement 3D temps réel où les avatars sont en interaction les uns avec les autres. Donc, ce qu'on vit comme expérience incroyable, c'est celle d'être incarné dans son avatar, de pouvoir interagir
complètement avec les autres personnes qui participent à l'événement, de pouvoir donner un rythme nouveau à l'événement par rapport à ce qu'on peut faire dans des événements digitaux. Et puis, bien quand les budgets, quand les besoins sont plus importants, là, on peut pratiquer des expériences incroyables dans des environnements virtuels et chausser des masques pour se mettre en interaction. Mais ça correspond, je dirais, pour nous, à entre 5 et 10% du marché à ce jour. Mmh. Il faut forcément avoir un masque ou on peut faire des choses dans des mondes virtuels sans avoir forcément des masques, des gants, des palpeurs dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose déjà assez immersive sans forcément avoir un masque? La plupart des mondes que nous opérons, hein, parce que nous, je voulais juste repréciser ça, nous sommes un facilitateur entre des éditeurs de mondes virtuels et des clients qui veulent y réaliser des expériences, qu'elles soient événementielles, formation ou location de bureaux, etc. Et donc du coup, je disais que 90% des expériences que nous avons réalisées et sur lesquelles nous sommes en train de travailler sont des expériences qui se font sans masque de réalité Sans masque, virtuelle. d'accord. Le qui permet d'accéder à ces mondes virtuels peut être soit un ordinateur dans la grande majorité des cas, mais ça peut être aussi en tablette, smartphone également. Mmh. Tiens, j'attaque avec les questions. Question de Lisa, elle te dit: «Est-ce qu'il faut, entre guillemets, éduquer le public à ces événements? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de s'y prendre? Il faut soigner l'onboarding?» Comment on fait? Évidemment, quand nous travaillons la création d'un événement avec le client, on identifie les personnes clés, d'abord l'équipe d'organisation, et puis tous ceux qui vont avoir un rôle clé dans le déroulé de l'événement, les intervenants, les speakers, si on est sur de l'exposition, eh bien les personnes qui vont tenir les stands, et cetera. Et tous ces gens-là, on les forme en amont à l'usage de la plateforme pour qu'ils soient les plus à l'aise possible, pour qu'ils bougent, pour qu'ils aient en tête les niveaux d'interaction qu'ils peuvent réaliser, pour qu'ils puissent personnaliser leur environnement également suivant les cas. Donc oui, oui, bien sûr, ça se prépare en amont. Et après, pour les onboarding du public, bah, ça va dépendre de la complexité de l'événement. Sur certaines opérations, oui, on onboard la quasi-totalité des gens qui viennent à l'événement. Et puis pour d'autres, parce qu'ils vont être un peu plus passifs, ils auront moins à interagir ni avec l'environnement ni avec les autres, eh bien, c'est pas forcément la peine de les onboarder. Mmh. Merci pour cette réponse. La question de Marion, à propos des invités qui participent à ce type d'événements, par quoi sont-ils décontenancés la première fois et par quoi sont-ils émerveillés et conquis? L'émerveillement, vient du fait de retrouver l'interaction, comme si on était dans le monde physique. Le fait de pouvoir, parler, indistinctement aux avatars qui sont autour de nous, d'avoir le son qui s'estompe avec la distance, d'être dans des environnements qui peuvent être plus ou moins, réels ou plus ou moins oniriques. Hem et quelque part, je pense qu'il y a l'émotion est tout aussi présente que sur un événement physique. Après, le décontenancement peut venir du fait d'expériences plus ou moins réussies, de matériel pas forcément adapté, de difficultés à se connecter parce que on participe à un événement sur lequel la préparation a peut-être pas bien été faite. Alors nous, depuis ces 300 événements, on sait comment faire en sorte que les DSI notamment, les systèmes d'information soient en harmonie avec Mmh. les besoins de la plateforme. En tout cas, que la plateforme puisse répondre aux besoins de sécurité de l'entreprise. Voilà, parce qu'il peut y avoir plein de raisons qui font que ça ne fonctionne pas. Et après, il faut aussi, dans la part d'enchantement, il faut aussi que le sens donné à l'événement, les objectifs, la mission de cet événement ait bien été intégré dès le départ pour que la conception même de l'événement la rend presque fluide et naturelle, quoi. Ok, très clair. Question de Pauline. Pendant la Covid, les événements ont été digitalisés avec des conférences à distance qui pouvaient relativement bien marcher.
En revanche, nous dit Pauline, les solutions proposées de networking étaient assez décevantes. Comment le métaverse peut-il ou va-t-il changer la donne selon toi, Laurent? C'est une excellente question, Pauline. Pour moi, ça change totalement et radicalement la donne, puisque le networking se fait comme dans la vie physique. Puisque nous sommes tous puisque les avatars, ou plutôt nous, en tant que participants, incarnés dans nos avatars, sommes en interaction avec tous les autres, le networking se fait exactement de la même façon que dans la vie physique. On va rencontrer par hasard des gens dans des allées, par hasard des gens en toute sérendipité dans une salle de conférence, et on va pouvoir, à l'issue de la conférence, discuter ensemble, partager comme on le fait dans un séminaire ou dans une conférence classique. Les systèmes de networking que proposent d'ores et déjà les mondes virtuels corporate, voilà, vous permettent de vous isoler dans des bureaux, dans des zones privées pour pouvoir parler en toute intimité avec votre interlocuteur. C'est très différent d'une prise de rendez-vous digitale sur les outils digitaux qu'effectivement on a pu pratiquer pendant la Covid ou avant d'ailleurs, hein. Mmh. Autre question, c'est celle de Vincent. Il te dit, on est capable de rester un jour ou deux sur un salon physique. Quel est le temps moyen d'une visite dans un événement virtuel? Très bonne question également. Alors, je pense que euh, les- je ne vais pas donner de règles encore tout de suite parce qu'on n'en est que au tout début, je pense, de ces événements virtuels au sens, hein, je le répète, le fait d'être présent via un avatar dans un monde 3D dans lequel on est en interaction avec les autres. Nous, ce qu'on peut constater, hein, c'est que dans les événements qu'on organise, alors ils ont évidemment pas tous la même durée, mais globalement, les personnes, les avatars qui participent restent sur toute la durée de l'événement. Un événement sur plusieurs jours, par exemple, on en a fait quelques-uns sur des durées de, je sais pas, de 3, 4, 5 jours. Bon, bah, les gens reviennent, participent parce qu'il faut considérer que ce sont des lieux, donc ils vont aller dans telle salle de conférence parce qu'il y a un track qui les intéresse, puis ils vont aller visiter une salle je sais pas, où telle entreprise les accueille pour leur présenter leurs produits. Puis ils vont retourner dans une salle de travail pour participer à un groupe de créativité. Voilà, donc il y a le mouvement finalement que l'on a dans la vraie vie, étant simulé et finalement assez réel, puisque c'est nous qui déplaçons notre personnage, notre avatar. Mmh. Eh bien, on a beaucoup moins de sentiments de fatigue que on peut l'avoir en restant devant un Teams, un Zoom, et à faire systématiquement attention à son image. On pourrait parler pendant très longtemps du rôle d'ailleurs de l'apparence et de l'avatar dans cette capacité à jouer l'intermédiation et à aussi nous laisser du temps pour participer à tel ou tel événement. Mmh. Avant-dernière question, c'est celle de Jean-Emmanuel. Il te demande, les demandes des clients sont-elles précises en termes d'univers? Et les designers doivent-ils créer des lieux, du mobilier ou d'autres éléments? La part des designers dans cette histoire, Laurent? Une belle question parce que ce qu'on fait aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'on fera dans 2 ans ou 3 ans. Ce qu'on fait aujourd'hui utilise des mondes virtuels qui sont globalement déjà designés complètement et qu'on utilise comme tels. Alors évidemment, on apporte une couche de customisation, de personnalisation sur laquelle en tant que facilitateur et en tant qu'opérateur du monde, nous avons la main. Rarement, on demande à l'éditeur d'intervenir. Euh, et ça, c'est ce qu'on a fait, je dirais, à 70% jusqu'à présent. Et puis, les 30% restants, bien, certains éditeurs
qui ont une plus grande souplesse dans le fonctionnement et dans l'intégration d'objets 3D ou de personnalisation de l'environnement. Eh bien, on va travailler en fonction de la demande du client, hein, vous avez raison de le préciser, j'en reviendrai là-dessus juste après. On va travailler le design complet d'un environnement virtuel dans lequel, ce qu'on a fait par exemple pour les studios TF1 et Newen au Festival de Cannes, on a créé un zeppelin qui était en fait une salle de conférence, quoi, une salle et des salles de réunion. Donc là, ça a été créé de toutes pièces par les designers. Et je pense que ça va être une tendance de plus en plus importante, hein, le besoin de créer nos propres environnements pour soit créer du lien entre collègues quand on est en télétravail chez soi ou au bureau ou dans un espace de coworking. Eh bien, le monde virtuel permet d'avoir un univers homogène pour tous les collaborateurs. Voilà. Et donc, pour revenir sur la question de la demande des clients, ça dépend de leur maturité, je dirais. Il y a des clients avec lesquels on a déjà travaillé plusieurs fois et qui savent précisément ce qu'ils veulent comme plateforme ou comme éditeur, et puis d'autres avec lesquels en fonction de la définition de leurs besoins, de la définition de leur projet, eh bien on va les conseiller au mieux, puisque nous sommes agnostiques, hein, sur le choix des plateformes. On va les conseiller au mieux dans le monde qui leur correspond. Allez, dernière question, et ne m'envoyez pas si ces questions n'ont pas été sélectionnées. On regardera toutes les questions avec Laurent, et il aura plaisir à y répondre dans les commentaires si vous êtes en direct sur LinkedIn. C'est la question de John. Il dit, les 300 événements ont-ils été organisés par des corporates ou bien des organisateurs de salons, de congrès, de symposiums? Je vais répondre de deux façons à ça. La première, c'est que c'est avant tout des corporates. Peut-être là aussi, je dirais deux tiers de corporate, au sens où l'événement s'adresse à des cibles, aux cibles de l'entreprise, c'est-à-dire aux collaborateurs généralement. C'est beaucoup plus facile. Les impacts sur la sécurité informatique, etc., sont maîtrisés en amont, et le déploiement de l'usage de la plateforme auprès des collaborateurs est extrêmement facile une fois que ça c'est passé. C'est plus compliqué quand on travaille effectivement sur un salon ou sur un congrès ouvert, où là, les participants peuvent venir du monde entier, de n'importe quelle entreprise, avec n'importe quel système informatique, etc. Donc là, on sait maintenant évidemment répondre de façon facile à ces besoins, mais je dirais qu'il y a encore 6 mois, c'était compliqué. Ce qui fait que globalement, on a plutôt répondu à des événements corporate qu'à des événements où les cibles étaient ouvertes, donc salon, congrès, mais on en a fait quelques-uns. Ouais. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Un grand merci, Laurent, d'être passé ce matin. Merci à toi. Merci à vous. Un plaisir. On se retrouve très très vite. Toi qui écoutes ce podcast sur le Web3 Café, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, et à le partager. Ce podcast démarre. On compte sur toi pour l'aider à booster. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.